Allô, bonjour docteur Kerzek. Voilà, j'ai mon fils qui a 40 ans et ça fait 6-7 ans qu'il a une folioculite sur la nuque. Il a pris des antibiotiques, mais ça passe pas du tout. Le rhumatologue lui avait dit qu'à 42 ans, ça passe tout seul. On ne sait pas quoi faire. Merci beaucoup, docteur. Gérald, une question. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, vous inquiétez pas, vous avez 40 ans, mais à 42 ans, c'est fini. Alors, je pense déjà que c'est le dermatologue et pas le rhumatologue que le fils de madame a dû consulter, qui a une folliculite. La folliculite, c'est quoi? C'est le suffixe it, c'est l'infection, l'inflammation du follicule pilosébacé. C'est quoi? C'est le poil et la racine qui vont s'inflammer, qui vont s'infecter. Alors, il y a plusieurs folliculites, il n'y a pas un seul type de folliculite, et il y a plusieurs causes. Il y a des causes déjà générales. On cherche toujours sur ces folliculites un peu récidivantes. Une cause générale, une cause très fréquente, c'est par exemple le diabète, une découverte de diabète avec quelqu'un qui vient avec un problème dermatologique. Donc il faut faire à un moment donné une mesure de la glycémie. Il y a des problèmes hormonaux aussi. Il faut surtout faire le diagnostic que c'est bien une folliculite. Et voilà pourquoi médecins traitants et dermatologues vont confirmer cliniquement que c'est bien ça et que c'est pas de l'acné, par exemple, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de l'acné sur le dos et qu'il soit pas forcément une folliculite. Et puis après, il y a des causes locales. Et la cause locale, c'est l'infection par un staphylocoque doré. Sauf que cette infection, à force, et là on voit que ça fait 6-7 ans, à force de traiter par antibiotiques, parfois le germe il va changer, il y a une autre colonisation bactérienne et donc à un moment donné ça peut valoir le coup d'aller faire un prélèvement pour regarder en termes de germes ce qu'il y a. Ce qu'il faut aussi, c'est en termes de mesures d'hygiène, éviter tout ce qui frotte, tout ce qui est macération, tout ce qui est vêtements en textile, en textile synthétique, exactement, en privilégiant plutôt le coton. Et juste, allez, 2 petits conseils pour tous nos auditeurs. À chaque fois qu'il y a un problème dermatologique, il faut toujours penser vaccination antitétanique parce que toutes ces effractions cutanées, toutes ces plaies, tous ces boutons, ça peut être une porte d'entrée. Donc c'est l'occasion de regarder si on est à jour de ces vaccins. Et puis surtout, on ne met pas n'importe quoi. Donc on demande vraiment un avis spécialisé. Et en particulier, on ne met pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ces fameuses crèmes qu'on met un peu de Voltaren, etc. Parce que si c'est infectieux, le fait de mettre ces crèmes anti-inflammatoires, ça risque de faire flamber un peu l'infection. Imaginez qu'il soit gendarme et qu'il porte un képi. Oui, alors là c'est sur la nuque, donc le képi c'est pas sur la nuque, c'est sur la tête. Mais c'est vrai que c'est une zone qui est très gênante. Il y a une autre zone qui est très atteinte de folliculite, c'est la barbe. Et vous imaginez que tous les jours on va traumatiser en rasant, donc là ça peut nécessiter vraiment un changement de méthode de rasage. 39-21, la deuxième question c'est celle d'Armand. Bonjour, Armand de Randingel. Je vous appelle à propos de l'anosmie. Est-ce que c'est un mal qui est provoqué par une cause due à un choc ou toute autre chose? Et deuxièmement, est-ce que l'on peut en guérir et comment? Merci. Armand de sa voiture. Alors oui, on entend. Alors l'anosmie, et ça va souvent avec l'agueusie, c'est la perte de l'odorat, l'anosmie, et l'agueusie, c'est la perte du goût. Il y a plein de causes. Il y a des causes neurologiques. Alors quand Armand nous parle de choc, on peut imaginer que dans un traumatisme crânien ou un AVC qui touche une zone particulière neurologique, qui serait cette zone responsable de l'odorat, il puisse y avoir effectivement cette anosmie ou cette agueusie. Donc ça, c'est des causes neurologiques. Donc un choc, oui, pourquoi pas. Mais après, il y a des choses toutes banales. Par exemple, une sinusite, une rhinite, des petits polypes au niveau des fosses nasales. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est-à-dire que vous avez ça commence par le nez, la muqueuse nasale, ça peut être ensuite les sinus, et puis ça va monter par le système neurologique. Et tout ça, cette chaîne-là, à toutes les étapes, il peut y avoir des gènes. Et puis autre chose, vous allez me dire, je radote, mais le tabac, c'est une des premières causes, là aussi, de modification de l'odorat. Donc déjà, dans les traitements, je ne sais pas si Armand fume ou pas, mais vraiment, la première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer. Et puis, il y a des médicaments. Et souvent, quand il y a une anosmie comme ça, un peu brutale, on va faire une enquête. On va interroger le patient, on va l'examiner, bien évidemment. Et puis, on va faire une enquête médicamenteuse pour savoir s'il n'y a pas un médicament, même de la phytothérapie, même un médicament sans ordonnance, qui serait à un moment donné, qui a été introduit. Et quelques semaines après, comme par hasard, on a une anosmie qui arrive. Donc ça peut être une imputabilité aux médicaments. Et puis après, c'est rendez-vous chez l'ORL parce qu'il faut aller regarder un peu au niveau des fosses nasales et des sinus. Et on termine notre répondeur santé aujourd'hui avec la question de Monique. Bonjour docteur, je suis Monique, j'ai une ostéoporose à plus de 40%, donc je vais avoir des injections de Prolia après les soins dentaires. Les effets secondaires me font très peur et je voudrais savoir s'il y avait d'autres produits pour moi néfastes. Au revoir, merci.
c'est quoi le Prolia ? Alors le Prolia, c'est ce qu'on appelle c'est une nouvelle molécule, c'est un anticorps qui va aller bloquer les ostéoclastes. Les os, à chaque fois, il y a des os, il y a des constructions, c'est les ostéoblastes, et il y a des cellules qui détruisent les ostéoclastes. Et c'est une balance, c'est un équilibre. On fabrique de l'os et on détruit de l'os. Dans l'ostéoporose, on a une déminéralisation, et ce Prolia, cette nouvelle molécule, c'est un anticorps monoclonal qui va venir bloquer les cellules qui détruisent. Donc on voit bien qu'on ralentit finalement, comme si c'était un mur avec des briques, on ralentit les petits agents qui vont casser les briques. Donc du coup, c'est une molécule qui est très efficace, qui est réservée à des cas d'ostéoporose. Donc ça veut dire qu'il faut avoir fait une ostéodensitométrie pour vérifier, quantifier l'ostéoporose. Et comme tout médicament efficace, il y a une balance bénéfice-risque. Il y a des risques. Alors c'est vrai que ces risques c'est l'ostéonécrose de la mâchoire, c'est des risques dentaires qui peuvent être graves, mais qui sont 1, connus, et 2, rares. Et donc il y a un certain nombre de précautions. D'abord, il faut vraiment avoir une bonne indication. Donc si ça nécessite du Prolia, votre médecin va vous proposer du Prolia. Et puis ça nécessite des précautions pour diminuer le risque d'effets secondaires. Allez, je vous en cite 6. 1, vous allez signaler tout de suite à votre médecin traitant si vous avez des problèmes dentaires, parce qu'il n'est peut-être pas forcément au courant. 2, vous consultez un dentiste et il va vous le dire pour faire un examen. 3, hygiène bucco-dentaire parfaite. 4e, il faut aller voir son dentiste dès qu'il y a le moindre problème. On n'attend pas, il faut vraiment lui signaler que vous êtes sous biphosphonate ou sous traitement Prolia. Ensuite, on va contacter son médecin ou son dentiste dès qu'on a un problème, même au niveau de la bouche, c'est pas forcément les dents. Et enfin, on va arrêter ce traitement dès qu'il y a un début de problème ou un problème à la mâchoire ou aux dents. Merci à tous pour toutes vos questions.